Alors, j'ai une quinzaine de situations, mais j'en ai deux ou trois, c'est souvent les mêmes que je présente, mais parce que pédagogiquement, elles sont très intéressantes. Hein. Donc peut-être que des gens qui me connaissent les ont déjà entendues, mais c'est pas grave, c'est une façon de travailler. Hein. Alors Alexis, tu es dans le coin ? Alors, on va parler d'une dame qui s'appelle Victoire. Tous les prénoms que vous allez trouver ne sont pas les vrais. Mais finalement, je ne le sais même plus. Parce qu'à force de bricoler dans tous les sens, je finis par me demander s'il n'y a pas des prénoms que j'ai retrouvés. Mais de toute façon, je ne le sais plus. Donc vous non plus. C'est secret. Alors, je vais d'abord vous laisser regarder le génogramme. Vous allez vous le mettre. Puis après, je vais vous raconter l'histoire de ce travail clinique qu'on a fait. Et puis après, ça va nous permettre de décoder tout ce qu'on vient de dire et de l'expliquer là. Les traits ici sont les traits de mariage, avec les dates de mariage. Quand ces traits, ici, il n'y en a pas, si, là, vous avez quand le trait est séparé, c'est les divorces-séparations. Quand il n'y a pas de mariage, mais c'est juste une union, on met un pointillé. Maintenant qu'il y a le Pax, etc., ben on met Pax. On a inventé d'autres termes, voilà. Vous voyez, et puis on descend. Donc ici, vous voyez, Victoire, c'est la personne dont on va parler, qui a une petite fille qui s'appelle Louise. Et puis, donc le frère de Victoire qui s'appelle Jean. La mère et le père, donc Marie-Thérèse et Gaston. Et Marie-Thérèse elle-même, bon, bah, oui, hein, donc je vous laisse regarder un petit peu. Alors, l'histoire que je vous raconte, c'est celle de Victoire. Vous la voyez en bas, la Victoire ? Voilà. Donc Victoire est venue me voir. Après la naissance de Louise. Vraiment très peu de temps après la naissance de Louise, pour des troubles délirants et obsessionnels. D'autres auraient pu dire que c'était aussi des problèmes post-pérales, c'est comme ça qu'on dit ? Voilà, oui. Mais en tout cas, le médecin qui l'a envoyé parlait du trouble délirant et obsessionnel. Cette femme vivait des crises d'angoisse assez importantes et surtout était prise en permanence par l'idée obsessionnelle qu'elle pouvait tuer sa fille ou que sa fille serait psychotique, autiste. Et ça l'obsédait à longueur de temps, elle n'en dormait pas. Et comme elle ne dormait pas, elle était encore plus mal. Et comme elle était plus mal, elle ne dormait pas. Et elle était vraiment dans le... Voilà. Donc, elle était suivie, elle était soignée aussi en psychiatrique. Mais le médecin qu'elle connaissait lui dit « Il faut que tu fasses quelque chose pour toi, d'un peu plus, va voir quelqu'un ». Parce que vous voyez que cette femme est infirmière psychiatrique. Et, excusez du peu, elle est infirmière psychiatrique en Vendée, dans un service qui travaillait avec des enfants autistes pour la plupart, et une très bonne professionnelle, un service à l'époque réputé, avec vraiment un travail de suivi des enfants autistes intéressant. Et donc, quand je la vois, elle va me raconter que, avant de faire cet enfant, au début où elle était enceinte, elle avait déjà commencé à avoir des crises d'angoisse. Elle avait été voir le médecin qui était son chef de service, mais un copain aussi pour elle, qui lui avait dit « Écoute, c'est normal que tu aies des angoisses, que tu aies peur que ta fille soit autiste, même que tu aies peur peut-être de la tuer, j'en sais rien. » Parce qu'elle pensait qu'elle pourrait tuer sa fille. Sa fille ne survivrait pas. Et il lui disait, tu sais, t'es dans un milieu où c'est pas facile, on travaille en permanence quand même avec l'autisme, et des fois, comme elle m'a dit à un moment donné, dit, des fois, on est avec des enfants qui sont dans un autre monde. Hein, donc c'était pas facile, et puis ça passe un peu, mais après, là, elle va mal, et donc elle vient me voir à ce moment-là. Alors, vous voyez que cette femme, donc maintenant, on va remonter l'histoire, vous me suivez ? Donc cette femme, en fait, se marie... Alors, les dates, forcément, il faut les remettre maintenant dans leur contexte. Hein. Quand elle se marie en 99, vous voyez qu'elle a 31 ans. Cette femme se marie avec Jean, elle a 31 ans. Son mari Jean a 33 ans. Moi, je l'ai recalculé, j'aurais dû le mettre là, mais je n'ai pas mis ça. Souvent, on met ça ici, vous voyez. Moi, je mets ça ici, la date de mariage, là et là. Donc, ce que j'apprends quand cette femme vient me voir, c'est que, en fait, elle était infirmière, elle vivait chez ses parents. Et ses parents lui disaient, mais tu sais, ma petite fille, c'est pas la peine que tu te prennes un appartement ou autre chose,
puisque tu gagnes pas énormément ta vie, autant que tu mettes de côté, comme ça, quand tu seras prête à vivre ta vie, tu auras de l'argent devant toi. Hein, c'est ça, c'est simple. Donc reste chez nous. Hein, tu as une chambre, tu fais ce que tu veux, et puis comme ça, tu dépenses pas d'argent. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle avait un frère, d'ailleurs, vous voyez, Jean, à côté, qui lui se marie, il a 20 ans, avec Odile, et puis 2 ans après, il fait une grosse crise dépressive, suivie d'une tentative de suicide. Sa femme le quitte, et il revient vivre chez les parents. Jean. Vous voyez, Jean, là. Jean. Il se marie en 90, donc il a 20 ans, avec Odile, et il divorce en 92. Donc je sais par Victoire que ça s'est mal passé, ça n'a pas été facile pour lui, avec cette femme. Alors j'ai su aussi que pour les parents, ils n'aimaient pas trop leur belle-fille. Elle l'avait un peu, c'est elle qui commandait, ils n'aimaient pas trop ça. Et puis donc ça s'est mal passé. Et je crois qu'un jour, enfin, après moi je n'ai jamais connu Jean, mais je crois qu'Odile a dû à un moment donné prendre de la distance. Lui n'a pas supporté, il a fait une tentative de suicide. Ils ont divorcé et lui est revenu vivre chez ses parents. Et il a repris avec son père la ferme. Son père est agriculteur. La troisième fille de cette famille, Chantal, elle est religieuse, cloîtrée. Voilà, vous avez le bas. Donc Victoire vient me voir et me raconte au fond comment c'est difficile pour elle, qu'elle n'en peut plus. Alors, elle s'est mariée effectivement tard, puisque ses parents lui avaient toujours dit Qu'est-ce que tu nous fais, toi ? Ça va ? Ses parents lui disaient toujours t'as le temps, t'es pas pressé, prends ton temps, prends le temps de rencontrer l'âme sœur, etc. Et donc un jour, elle a rencontré l'âme sœur qui s'appelait Jean. Ils ont décidé de se marier, donc elle a quitté ses parents, mais elle avait déjà 31 ans. Elle craignait de faire un enfant, c'était difficile pour elle. Et puis c'est là qu'à un moment donné, ils ont dit mais quand même à l'âge qu'on a, il faut qu'on avance. Elle s'est retrouvée enceinte, donc c'est là que je vous dis que les crises d'angoisse ont commencé à monter. Et puis donc elle vient me voir. Son enfant est né depuis juste quelques mois. Et on commence donc à travailler ensemble. Qu'est-ce qui se passe pour elle, etc. Et assez rapidement, moi je m'intéresse toujours, même quand je travaille moi en thérapie individuelle, donc en gestalt thérapie, très vite, moi j'ai une écoute transgénérationnelle. C'est-à-dire que dès le premier entretien, ça m'intéresse de savoir les gens viennent de où, au fond, quel est leur contexte de vie. Et donc très vite, je sais que cette femme vivait chez ses parents, que ça se passait plutôt bien, qu'elle a une mère avec elle peut parler de tout. Voilà. Donc très vite vient l'idée, dès le deuxième entretien, elle parle de tout avec sa mère, donc comment sa mère vit, qu'elle est mal avec cet enfant, est-ce que sa mère qui l'aide actuellement quand elle est très mal pour la petite Louise. Et elle me dit, mais avec ma mère je parle de tout, mais c'est très difficile de parler de mes angoisses et de mes difficultés avec ma fille. Je dis, ah bon ? Elle me dit, oui, j'ai l'impression que quand je parle de ça avec ma mère, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne passe pas, qui lui reste à travers la gorge. Vous entendez ? Bon, j'entends, il reste à travers la gorge. Et je me dis, qu'est-ce qui reste à travers la gorge de Marie-Thérèse quand Victoire lui parle des difficultés qu'elle a à faire un enfant, ou des angoisses qu'elle a que sa fille devienne autiste ou qu'elle la tue ? La question est là, dans le champ, puis on avance. Et puis, je ne sais plus... Quelque temps après, vient dans l'idée, dans la séance, de l'idée, mais est-ce qu'elle pourrait aussi reparler de ça avec sa mère ? Et elle me dit, mais c'est important, j'ai l'impression que ma mère, en plus, pourrait me soutenir plus. Elle revient à la séance d'après, un peu bousculée, elle me dit, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai parlé avec ma mère, et je lui ai dit, maman, tu sais, j'ai l'impression que quand je veux parler avec toi de la petite Louise et de faire un enfant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te reste à travers la gorge. Elle dit, ma mère s'est effondrée et m'a dit, ah oui, il est temps que je te parle de choses. Et sa mère donc a commencé à lui raconter qu'elle-même, donc Marie-Thérèse, quand elle avait 15 ans, a été fouillée dans la malle qui était dans le grenier de Victorine. Alors, elle lui raconte qu'au fond, donc Marie-Thérèse raconte à Victoire que quand elle était enfant, sa mère les emmenait beaucoup se promener, elle et son frère, Jean, dans des cimetières, en région parisienne, parce que dans les cimetières, au moins, il n'y a pas de circulation de voitures. Hein ? Donc c'est beaucoup plus calme. Et elle dit, moi, mon enfance, et puis toute mon enfance, il y avait des photos d'enfants sur le buffet de la cuisine,
Mais sa mère lui dit, mais quand on demandait à notre mère, maman, mais c'est qui ces enfants? La réponse qui lui était faite, c'est, ça ne te regarde pas. Vous voyez? Donc il y avait des photos d'enfants sur le buffet de la cuisine. Et quand donc Marie-Thérèse ou son frère Jean demandaient à leur mère Victorine, maman, c'est qui ces enfants-là? En fait, on leur disait pas, bah, c'est pas grave, on en parlera plus tard, ces enfants. Non, on les disait, surtout, il fallait qu'ils entendent bien tout. On ne veut pas que tu saches, on ne veut pas t'en parler, on n'en parlera pas. Donc elle entendait bien qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas qu'elle sache. Vous entendez? Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle savait qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas qu'elle sache, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces enfants? D'autant que sa mère lui disait, tu sais, ma petite fille, chez nous, on peut parler de tout, sauf des enfants sur le buffet de la cuisine. Et puis elle lui disait, tu sais, vous savez les enfants, la maison, nous, il n'y a pas de secret, vous savez, tout est rangé. Mais par contre, il faut que vous sachiez que jamais, il faudra que vous alliez fouiller dans la malle jaune qui est dans le grenier. Je vous assure, c'est même pas une plaisanterie. Hein. Alors je la pousse un peu pédagogiquement en vous disant que c'est la malle jaune. Je suis pas sûr qu'elle était jaune, mais en tout cas, elle a grandi avec l'idée qu'il fallait, pour être loyale, qu'elle n'aille pas fouiller dans une malle qui était dans le grenier. Donc elle n'y a pas été, sauf à 15 ans. Donc à 15 ans, Marie-Thérèse, elle est montée dans la malle. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé dans la malle? Elle a trouvé un livret de famille. Et dans ce livret de famille, il y avait quoi? Il y avait l'histoire de Victorine. Alors, attendez, voilà. Victorine, vous voyez? Et regardez l'histoire de Victorine. Elle a trouvé dans le livret de famille que sa mère, Victorine, avait eu un premier mariage avec Ernest en 1912. Qu'avec cet homme, ils avaient fait 2 enfants. La petite Louise en 1912 et le petit Maurice en 1914. Puis vous allez plus loin, vous découvrez que cet homme-là, Ernest, va espérer en 1912, donc 14, il va à la guerre 14-18. Lui, il va vivre dans les tranchées, gazé. Cet homme, en 19, revient de la guerre, gazé, et meurt en 1919 des suites de gaz. D'accord ? 1919, donc, Ernest et Céleste trouvent veuve. Et la petite Louise, ici, décède en 1919, quelques mois après, 02-010, de tuberculose. Et le petit Maurice décède 2 ans après, non, c'est pas 2 ans, non, 1 an après, de pneumonie. Ce qui veut dire que Victorine, cette femme, va en l'espace de 2 ans se retrouver veuve et perd ses 2 enfants. L'horreur, hein? On ne sait pas ce que cette femme a vécu. On ne sait pas. Elle aurait pu se foutre sous un train, elle aurait pu partir dans l'alcoolo. On ne sait pas. Je ne sais pas du tout comment elle a vécu, a survécu. Le seul moment où on la retrouve, c'est que par contre, en 1924, elle se remarie avec un autre agriculteur. Donc elle se remarie, elle refait sa vie. Donc en fait, elle reste quelque temps seule. On ne sait pas si elle était toute seule, si elle a de la famille, si elle a sombré. Mais en tout cas, elle se remarie avec Abel en 1924 et ils refont 2 enfants. Un garçon, Jean, et une fille, Marie-Thérèse. D'accord ? Et donc, elle élève ses enfants, bien sûr, en les tenant au secret de ce qu'elle a vécu, sans jamais ne rien dire de ce qui se passait là. Mais en n'arrêtant pas de dire qu'il ne fallait pas savoir qui étaient les enfants qui étaient sur le buffet de la cuisine et ce qu'il y avait décrit dans la malle dans le grenier. Et donc, quand Marie-Thérèse, elle dit à sa fille, quand elle découvre ça, elle, bien sûr, s'empresse d'aller voir sa mère et dire « Maman, pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ça ?» Et sa mère lui dit « C'est fini, tu as fait ce que je voulais pas que tu fasses, tu as été fouillé, tu ne sauras rien, je ne veux pas qu'on parle de ça, c'est trop difficile, et tu m'as trahi, je ne veux pas de ça. » Donc elle, Marie-Thérèse, a gardé le secret. Elle ne pouvait plus en parler à sa mère, elle a compris qu'elle avait fauté gravement, elle a gardé le secret, et elle-même s'est mariée en 65 avec Gaston, agriculteur aussi. Donc là j'ai pas remis tout ce qu'on... j'avais d'autres éléments sur notre famille, mais j'ai pas remis. Elle se marie avec Gaston, et elle fait 3 enfants. Une fille, un garçon et une fille. Qu'ils élèvent avec beaucoup d'amour et on dit dans le jargon, nous, dans une famille plutôt enchevêtrée, c'est-à-dire une famille dans laquelle on est bien ensemble, il faut qu'on reste ensemble. Tant qu'on est ensemble, au moins, il y a moins de danger. Mais elle leur parle de rien du tout. Elle leur parle de rien du tout à ses enfants. Et elle reste avec ce secret. Par contre, cette femme Victorine, alors attendez, j'avais noté les dates là. Oui, la grand-mère, donc cette femme, de 1970. Alors,
parce que lui doit décéder, oui, il est décédé. Donc en 1970, Victorine vient vivre chez Marie-Thérèse et Gaston, et de 70 à 1980, où elle décède. Ce qui veut dire que Victoire va bien connaître cette grand-mère qui l'a portée sur ses genoux, hein. Puisqu'elle naît en 68, donc elle a 2 ans quand la grand-mère vit chez eux, et jusqu'à ses 8 ans, elle connaît la grand-mère. Vous y êtes ? Et donc, l'histoire est gardée par Marie-Thérèse qui ne dit rien, et vous voyez que Victoire, elle, devient infirmière psychiatrique, s'occupe d'enfants autistes. Bon, on va y revenir. Jean, lui, agriculteur, vous voyez, Jean essaye de quitter la famille, n'y arrive pas, revient et revit dans la famille. Et Chantal, elle, devient religieuse cloîtrée. Alors, entendez bien, hein, quand je dis ça, c'est, j'ai pas de parti pris. Les gens vivent comme ils veulent, et puis c'est très bien. Mais ce que j'observe, si vous voulez, c'est que dans cette famille, c'est pas facile de partir. On voit bien comment Victoire, jusqu'à 30 ans, vit chez ses parents. Les seuls amis qu'elle a, en fait, elle n'avait jamais vécu avec aucun homme avant 30 ans. Il n'y a pas de mal, hein, on peut même jamais le faire, hein, c'est pas... Mais en même temps, Jean, lui, il essaye, mais ça ne tient pas, il revient. Et puis Chantal, elle, donne son âme à Dieu. Enfin, je pense. Voilà. Et Victoire, donc, devient infirmière. Vous y êtes ? Et alors, quand elle revient et qu'elle me raconte ce que sa mère lui a raconté, et sa mère, d'ailleurs, a maintenant le livret de famille qu'elle lui montre, Victoire me dit, écoutez, en tout cas, je ne sais pas si ça va m'aider ou pas. Ce que je découvre simplement, c'est que ce qui m'arrive a du sens par rapport à l'histoire de ma grand-mère, que j'ai pourtant bien connue. Elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand moi j'ai peur de tuer ma fille ou qu'elle meure, de ne pas la tenir vivante, ou que j'ai peur qu'elle soit autiste, je me dis, je ne peux pas ne pas voir que ma grand-mère a perdu ses 2 enfants, qu'elle n'a pas pu les maintenir vivants. Vous y êtes ? Et je lui dis à ce moment-là, parce qu'elle m'abordait ça, on parlait de ça, et on était sur le génogramme, et je lui dis, mais avez-vous vu dans le livret de famille comment s'appelaient les enfants de votre grand-mère ? Elle me dit non, je vais retourner voir. Alors elle est retournée voir, et vous voyez, Louise, et elle a appelé sa fille Louise. Et je vous assure que ce n'est pas fait pour la beauté de l'histoire, hein. Alors elle ne s'appelait pas Louise, hein, c'est un autre prénom. Et alors on pourrait se dire, mais c'est le pur fruit du hasard. Oui, peut-être. Cela dit, elle l'a appelée Louise pareil. Alors, on va voir au niveau du secret comment ça puisse se transmettre. Parce qu'elle n'avait jamais su que la grand-mère avait un enfant. Donc elle n'avait pas non plus jamais su le prénom de l'enfant. Mais vous imaginez bien comment cette femme de 2 ans à 8 ans a dû être sur les genoux de cette grand-mère dont c'était la première petite fille. Et peut-être bien des fois, dans les câlins qu'elle recevait, elle avait toi, ma petite Victoire, et peut-être qu'elle a entendu bien des fois la petite Louise. D'autant que quand je lui demande, je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que vous avez choisi, vous, ce prénom, alors vous ne savez pas ? Elle me dit, j'en sais rien. Elle me dit, depuis que je suis toute jeune, je m'étais dit que si un jour j'ai un enfant, je l'appellerai Louise. Et vous l'entendez, quand j'étais toute jeune, j'ai probablement entendu Louise. Elle ne le savait pas et elle n'a pas arrêté de l'entendre. Victoire me dit, je commence à mettre du sens, au fond, dans ce qui se passe, dans ce qui m'est arrivé. Et donc, on continue à travailler, et elle met aussi du sens dans le fait qu'elle, infirmière psychiatrique, qui a peur qu'un enfant, elle ne puisse pas le garder vivant, ou qu'il devienne autiste, au fond, quelque part, c'est comme si, en appelant sa fille Louise, elle est déléguée dans une mission de réparation de la petite Louise que la grand-mère Victorine n'a pas pu maintenir vivante, et au fond, mission impossible. Comment voulez-vous tenir un enfant vivant sans craindre qu'il meure, parce qu'elle ne pourra jamais ressusciter la petite Louise. Donc elle se trouve prise dans une espèce de mission impossible, dans laquelle elle tente, elle, quand même, de faire un enfant. Elle a beaucoup hésité, mais en fait, le secret de la grand-mère, la crainte qu'il y a qu'on ne puisse pas être meilleur que la grand-mère et maintenir un enfant vivant, apparaît à ce moment-là. Vous me suivez toujours ? Alors, elle commence à aller mieux. Elle commence à se dire, ça va, j'ai encore des crises d'angoisse, je dors toujours mal, mais au moins, je commence à voir que je ne suis pas toute seule là-dedans, quoi, et donc, on commence à travailler là-dessus, où elle commence à se rendre compte que peut-être elle travaille pour la grand-mère. Elle travaille peut-être pour ce drame horrible qu'a dû vivre la grand-mère, qu'elle a maintenu au secret, que sa mère a découvert, mais qu'elle n'a pas pu traiter. C'est comme si elle est passée héritière
d'une mission de réparation du drame horrible qu'a vécu Victorine, la grand-mère. Et qu'elle le fait à travers une loyauté dans sa profession, elle est infirmière psychiatrique, et en mettant la petite Louise au monde, avec cette peur horrible qu'elle ne pourra pas. Au fond, en ayant peur de tuer Louise ou d'être incapable au fond, elle rejoue quelque chose de « est-ce que je peux maintenir un enfant vivant ?» Alors, pendant quelques mois, on travaille autour de ça. On travaille avec elle seule, mais aussi retourner dans l'histoire. Elle en parle aussi avec son frère, etc. Et puis, elle commence à aller mieux. Et petit à petit, elle me dit « mais vous savez, je pense que j'ai encore besoin d'un peu de temps. Mais au fond, je me rends compte que maintenant, j'ai plus d'angoisse comme j'en avais, parce que quand je vais mal, j'ai l'impression que je peux l'accrocher à quelque chose. J'ai l'impression que je porte quelque chose qui parle de cette angoisse. Donc, je suis moins angoissé. » Mais elle me dit, mais qu'est-ce que je dois en faire ? Je lui dis, je ne sais pas encore, il faut qu'on avance avec ça. Et elle me dit, écoutez, en tout cas, je vais mieux, on est fin juin, et mon mari change de travail, son Jean change de travail, et on a décidé, avant qu'il reprenne au travail, de partir 2 mois vraiment en vacances pour se reposer, j'en peux plus. Alors j'ai dit, écoutez, ok, elle me dit, on va prendre un rendez-vous pour la rentrée de septembre. Je lui dis, c'est d'accord. Mais elle me dit, et je dis, écoutez, je ne sais pas, ce que juste on est rendu, et ce que je me rends compte, c'est que vous avez vous-même pu nommer qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous d'une mission de réparation d'une grand-mère dans sa souffrance, que votre mère n'a pas pu travailler parce qu'elle était au secret, dont vous héritez vous, et probablement que vous avez quelque chose à faire pour votre grand-mère ou avec votre grand-mère, mais j'en sais pas plus. Il faudra qu'on avance ensemble. Et elle part avec ça. Et elle revient en septembre. Et en septembre, elle revient avec du sourire, des cheveux dégagés. Et elle me dit, bonjour, je viens vous dire au revoir. Oh là, je dis doucement, doucement. Moi, vous êtes ma cliente, hein, c'est quand même, on peut pas... Hein, c'est bon. Quand même, notre gagne-pain. Non, je plaisante. Mais c'était très agréable de la voir parce que je me dis, il s'est passé quelque chose, quoi. Cette femme va mieux. Et je lui dis, les vacances ont fait du bien. Elle me dit, oui, énormément de bien, et pas seulement les vacances. Je lui dis, j'entends bien, racontez-moi ce qui s'est passé. Alors elle me raconte, ils sont descendus avec son mari en Espagne. Et elle dit, pendant 15 jours, on s'est trouvé une petite plage sympa, et en camping, le camping était à côté de la plage, et elle dit, j'ai passé 15 jours, moi, quasiment assise par terre, à regarder le soleil, à regarder mon mari et ma fille. Elle dit, j'ai l'impression, quand je regarde ça après coup, j'ai passé 15 jours à regarder ma fille en me disant, c'est bien ma fille, et c'est bien l'homme avec lequel je l'ai fait, c'est bien ma petite Louise à moi. Et elle dit, j'ai eu l'impression que j'avais besoin de me l'approprier. Et elle me dit, écoutez, ce qui s'est passé au bout de 15 jours, je me suis levé un matin, et je me suis entendu dire à mon mari, chérie, il faut qu'on remonte à Paris voir la grand-mère. Alors le mari lui a dit, certainement chérie, on finit nos vacances, et puis après, peut-être pour là tout ça. Non, maintenant, là, tout de suite. Oh là. Alors elle dit, heureusement qu'il voyait que j'allais mieux, sinon il m'hospitalisait à Barcelone. Hein. Et alors elle me dit, on n'est pas parti le lendemain, mais elle dit, on a pris le temps 2 ou 3 jours, et il a accepté qu'on reparte à Paris. Et elle dit, je ne savais pas pourquoi, je savais juste qu'il fallait que j'aille avec mon mari et ma fille voir la grand-mère qui est enterrée à Paris. Alors ils sont remontés à Paris. Et elle dit, je ne savais pas pourquoi faire, juste qu'il fallait que j'aille voir la grand-mère. Elle est rentrée dans le cimetière, où est enterrée la grand-mère et la petite Louise, et avec son mari qui tenait sa fille et qui devait la protéger. Et elle dit, je me suis retrouvée devant la tombe de la grand-mère, j'ai fondu en larmes, et je lui ai dit, elle dit, je me suis entendu dire, c'est venu comme ça, grand-mère, je viens te présenter ma petite Louise. Et elle dit, j'ai compris en lui disant ça, que je lui disais aussi, elle dit, j'ai continué, je lui ai présenté ma petite Louise, qui est bien ma fille à moi, que j'ai fait avec Jean, et qui n'est pas ta petite Louise à toi, qui est enterrée à côté. Et je sais que tu as beaucoup souffert de ça, je sais que c'est quelque chose d'irréparable, et je ne peux pas le réparer pour toi, mais je reconnais ça, je sais que tu as dû le vivre, et que c'est horrible, mais je viens te dire que ma petite Louise à moi, elle est vivante, et que je veux qu'elle reste vivante. Et elle dit, on est parti de ce cimetière, on est retourné en vacances, et le temps a commencé à changer. Ça va, vous ? Et alors, des fois, les gens me disent, mais pourquoi le faire ? Je ne sais pas. Moi, je lui avais dit, vous aurez sans doute allé voir la grand-mère, parce que je pense que
mais je ne savais pas forcément pourquoi. Et puis peut-être que c'est autre chose qui serait venu. Je veux dire, ça s'est construit avec elle. Et c'est elle qui, à partir de ce qui a avancé, tout d'un coup, a trouvé sa manière de faire. Voyez-vous? Donc, elle a été voir la grand-mère, elle a présenté sa petite Louise. Cette femme-là, j'ai continué à la recevoir pendant quelques mois encore. C'est vrai que les angoisses avaient déjà stoppé en grande partie. Elle a commencé à sortir des thèmes optionnels. Elle a hésité à un moment donné à changer de travail. Et puis, elle s'est dit, mais non, je suis dans une bonne équipe, j'aime ce que je fais. C'est vrai qu'ils avaient une équipe vraiment sympa au niveau clinique, au niveau de la recherche. Et elle a choisi de rester, elle a refait le choix de rester dans son travail. Je trouve ça important. Il a fallu qu'elle le pose pour pouvoir refaire un choix. Et elle a commencé donc à vivre autrement, à s'occuper de sa fille, et rapidement, au fond, les choses se sont dégagées pour elle. Elle a commencé, tout à un moment donné de la fin de la thérapie avec elle, ça a été vraiment de comprendre pourquoi elle était devenue infirmière psychiatrique. Ce qu'on appelle la loyauté invisible. Donc elle a aussi pu reparler de ça à sa mère. Elle a pu dire à sa mère, tu sais maman, toi peut-être tu as pu aller voir le livret de famille, mais tu as dû garder le secret. Moi, tu m'as donné le livret de famille et je n'ai pu garder le secret. Moi, j'ai ouvert le secret. J'ai été ouvert le secret et je ne peux pas réparer la grand-mère parce que c'est irréparable, mais je peux au moins lui dire qu'on prend acte de ce qu'elle a vécu, ça n'est plus un secret, et qu'on peut faire aussi une petite Louise et la garder vivante et l'élever. Ça va vous... Belle histoire, hein ?